Un diplomate disparaît sans laisser de traces, seul Holmes pressant le piège. Bienvenue sur Kriminalgeheimnis, je suis votre hôte, Léo. J'adore voir grandir cette communauté d'amateurs de mystère. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous nous suivez. Vos réflexions animent toujours cette chaîne. J'ai hâte de les lire. Entrons dans le mystère. C'est à l'automne 1892 que je me suis retrouvé une fois de plus attiré par mon remarquable ami, Monsieur Sherlock Holmes. L'affaire que je vais relater compte parmi les plus déconcertantes de notre longue collaboration, non seulement par ses implications politiques, mais aussi par la facilité effrayante avec laquelle un homme d'importance a disparu de la surface de la Terre. À l'époque, j'avais repris ma pratique médicale à Kensington et j'avais moins vu Holmes que je ne voulais l'admettre. Pourtant, c'est par un matin pluvieux d'octobre qu'un télégramme portant la mention urgente d'une main tremblante m'a amené à la hâte au 221B Baker Street. Le vieux salon était tel que je m'en souvenais. Des livres dans des tours précaires, des appareils chimiques bouillonnant près du foyer, et Holmes lui-même assis dans son fauteuil, les doigts croisés sous son menton, l'air lourd de fumée de tabac. « Vous êtes arrivé à l'heure, Watson, » dit-il sans lever les yeux. « Excellent. L'affaire qui nous occupe est à la fois délicate et sans précédent. » J'ai accroché mon manteau et me suis assis en face de lui. Votre télégramme était plutôt vague. Une disparition? Les yeux gris de Holmes se posèrent sur les miens. Ce n'est pas une simple disparition. Une disparition digne d'Houdini lui-même. Le disparu est un certain Monsieur Tobias Wexford, sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Il a quitté sa résidence de Portland Place hier matin pour assister à un petit déjeuner diplomatique prévu à la légation russe. Il n'est jamais arrivé, et il n'est pas revenu. Je fronçai les sourcils. Il y a sûrement des dizaines d'explications. Peut-être un accident, une maladie soudaine. Holmes secoua la tête. L'affaire est déjà passée entre les mains de Scotland Yard. L'inspecteur Lestrade a admis avec son ton sibyllin habituel qu'ils étaient complètement embrouillés. Aucun accident de voiture n'a été signalé. Aucune personne correspondant au signalement de Wexford n'a été admise à l'hôpital ou à la morgue de Londres hier. Et vous avez été consulté officiellement? Il esquissa un léger sourire. Pas vraiment. J'ai été invoqué par Mycroft. Ton frère? En effet, il est un peu moins optimiste que d'habitude, et c'est peu dire. Voyez-vous, Tobias Wexford était en possession de documents confidentiels, des documents détaillant les conditions préliminaires du traité avec les Austro-Hongrois. S'il a fait défection ou a été intercepté, nous risquons non seulement un embarras diplomatique, mais aussi le spectre de la trahison. Le feu crépita dans la cheminée, projetant des ombres dansantes sur le visage anguleux de Holmes. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, écartant légèrement le rideau pour regarder la pluie glacer la rue en contrebas. Wexford n'a rien d'un romantique, poursuivit Holmes. Pas de problèmes familiaux, pas d'histoire d'instabilité. Bref, le bureaucrate idéal, efficace, secret et tout à fait ordinaire. Ce qui rend sa disparition d'autant plus extraordinaire, dis-je. Holmes hocha la tête. Exactement. Nous commencerons à Portland Place. Mycroft a déjà veillé à ce que nous soyons admis discrètement. Je me suis levé. On prend un taxi? Il secoua la tête. Pas besoin, j'ai pris mes dispositions. La voiture attend en bas. Prends ton revolver, Watson. Les diplomates qui disparaissent ont tendance à projeter de longues ombres. Portland Place se profilait grise dans la brume matinale, ses hautes façades dominant la rue déserte, telles des sentinelles impassibles. L'hôtel particulier de Wexford, le numéro 87, baignait dans un silence ordonné. Un agent en civil nous accueillit et, après avoir confirmé l'identité de Holmes, nous conduisit à l'intérieur. La maison était impeccable, typique d'un homme attaché à l'ordre. Une gouvernante, Madame Horatia Glim, nous accueillait dans le vestibule, les mains tordant un mouchoir en dentelle. « Il est parti à 8h30, monsieur, » dit-elle à Holmes d'une voix fluette. « Comme toujours, il a dit qu'il n'aurait pas besoin de la voiture.
Il a dit qu'il avait envie d'une promenade dans le brouillard. Bizarre, murmura Holmes. C'était son habitude? Pas du tout, monsieur. Il était très exigeant. Il a pris le même coupé, le même chauffeur. Mais hier, il a dit qu'il irait à pied. Une histoire d'air frais. Le regard de Holmes s'éclaircit. Et y avait-il autre chose d'inhabituel? La gouvernante hésita. Eh bien, peut-être. Il y avait une lettre. Arrivé tôt, avant le petit déjeuner. Holmes se retourna brusquement. Qu'est-il devenu? Je ne sais pas. Exactement, monsieur. Il l'a emporté dans son bureau et a verrouillé la porte. Il est ressorti pâle comme du papier. Holmes échangea un regard avec moi et demanda à voir le bureau. La pièce était richement meublée, tout en bois sombre et cuir, avec une seule chaise à haut dossier derrière un bureau face à la fenêtre. Sur le buvard se trouvait un encrier ouvert, une plume jetée à la hâte et une légère trace d'encre sur le papier. Holmes examina méticuleusement le bureau. Il renifla l'encrier, examina le buvard à travers sa loupe et récupéra un morceau carbonisé sur la grille de la cheminée. « Seuls les bords ont survécu, murmura-t-il. Les conséquences seront vôtres. Minuit. Échec. » Curieux. Il se tourna vers la gouvernante. « Où est le manteau de M. Wexford ?»« Toujours dans le hall, monsieur. Il n'avait emporté que son chapeau et ses gants. Puis il a quitté la maison sans protection suffisante pour cette matinée froide. Une autre irrégularité. » Holmes me fit signe de le suivre et nous sortîmes de la maison pour retracer l'itinéraire présumé de Wexford. Portland Place menait vers le sud, en direction de Regent Street, et nous marchâmes lentement, Holmes scrutant les bordures, les caniveaux et les lampadaires avec l'obsession d'un chien de chasse. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il s'arrête près du coin où Cavendish Square bifurque vers l'est. « Regarde, Watson, et ici à côté de la grille. » Je m'accroupis. Une traînée de légères éraflures, irrégulières et curieusement circulaires, maculait la pierre. À côté d'elle gisait le mégot écrasé d'une cigarette russe noire. Wexford était un non-fumeur, remarqua Holmes, mais je connais un diplomate qui ne l'est pas. Le prince Orlov? Holmes hocha la tête. Et il est gaucher. Remarquez que le moignon est placé à angle droit par rapport aux traces de bottes. Quelqu'un a rencontré Wexford ici, l'a intercepté et peut-être l'a persuadé de les accompagner. Nous entendîmes au loin la cloche d'un fiacre. Holmes se redressa lentement, le regard pensif. Allons rendre visite à la légation russe. Watson, et attention où vous mettez les pieds. Nous marchons désormais sur une corde raide tendue entre deux empires. La légation russe de Chesham Place était un bâtiment sinistre en pierre grise recouvert de lierre, situé derrière de hautes grilles et surveillé par des sentinelles impassibles en par-dessus sombre. Alors que notre taxi s'arrêtait dans un fracas sous son portique voûté, je ne pus m'empêcher de ressentir un picotement à la nuque, comme si le brouillard lui-même était peuplé d'observateurs invisibles. Holmes sortit de la voiture avec sa célérité habituelle et se dirigea vers la grille, sa carte en main. Le garde en uniforme la prit silencieusement et disparut à l'intérieur. Nous n'attendîmes qu'une minute ou deux avant d'être admis et conduits dans une modeste salle de réception lambrissée de noyer foncé où un feu brûlait doucement, dans la cheminée, et où flottait une odeur particulière, quelque chose de piquant et de musqué. Un homme grand, au visage étroit, à la barbe noire et lisse, et au regard inexpressif entra. Il se déplaçait comme un homme habitué à être obéi. « Monsieur Sherlock Holmes, je suppose, » dit-il avec un accent prononcé, mais un anglais courant. « Je suis le premier secrétaire Petroff. Son Excellence est indisponible. Si vous avez une affaire officielle avec l'ambassade... »« Mon affaire, » interrompit calmement Holmes, « concerne Monsieur Tobias Wexford, sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Il devait rencontrer votre ambassadeur hier matin. » Petroff cligna des yeux, puis haussa légèrement les épaules. « C'est vrai, un rendez-vous était prévu. Mais Monsieur Wexford n'est pas venu. Nous avons supposé un changement de programme. Aucune enquête n'a été faite. Nous sommes invités dans votre pays, Monsieur Holmes.
dit Petrov d'un ton affirmatif. « Nous n'avons pas pour habitude de remettre en question les affaires du gouvernement de Sa Majesté. » Holmes esquissa un léger sourire. « En effet, une politique gracieuse. Puis-je vous demander si quelqu'un de votre équipe a vu M. Wexford ce matin-là » Petrov parut réfléchir. « Pas à ma connaissance. J'aimerais parler à votre portier. » Le Russe marqua une pause. « Il ne parle que polonais. Je parle pire, » répondit Holmes, « mais je m'en sortirai. » Le premier secrétaire hésita, puis inclina la tête. « Comme vous voulez. Suivez-moi. » On nous conduisit dans un couloir latéral de l'ambassade, puis dans un petit vestibule. Là, assis sur un tabouret près de l'entrée du personnel, se tenait un homme corpulent, le crâne rasé et une cicatrice allant de la mâchoire à la tempe. Petrov aboya quelques mots secs, et l'homme se leva ôtant respectueusement sa casquette. Holmes s'avança. « Non, Grégor, » murmura l'homme. « Grégor, » dit Holmes en désignant ses yeux, « hier matin, un Anglais, grand, manteau, gris, chapeau haut de forme, ici ?» L'homme fronça les sourcils, puis secoua la tête. « Ni. Pas d'Anglais ?» L'homme parut soudain incertain. Il jeta un coup d'œil à Petrov, puis hocha vaguement la tête. « Peut-être. Quelqu'un. Chapeau. Brouillard. Visage sans visibilité. » Petrov eut un petit rire. « Le brouillard nous joue des tours. » Holmes ne répondit pas. Il se tourna simplement vers le coin du vestibule, où se trouvait un présentoir de parapluies et de cannes. Sur le sol à côté, il se pencha et récupéra un petit objet à moitié écrasé. C'était un étui d'allumettes en argent gravé d'un monogramme TW. « Intéressant, » murmura Holmes en le tenant à la lumière. « Ce n'était pas là hier, je suppose. » Les yeux de Grégor s'écarquillèrent légèrement, mais il ne dit rien. Petrov haussa un sourcil. « C'est un objet assez courant, » dit-il d'un ton neutre. « Il pourrait appartenir à n'importe quel gentleman anglais. » Holmes l'empocha. Sans aucun doute, on nous fit sortir avec la même courtoisie glaciale qui nous avait accueillis. Alors que nous retournions dans l'air humide de Chesham Place, Holmes s'arrêta sous le portique en fer forgé et alluma une allumette dans l'étui qu'il avait pris. Il a pris vie instantanément. « Non utilisé », dit-il doucement. « Ce qui veut dire qu'il a été laissé tomber, pas jeté. Et regarde ça, Watson. » Il me tendit l'étui pour que je puisse voir la couverture intérieure. Légèrement inscrit en écriture délicate, on pouvait lire « À Tobias avec toute ma foi, eux. » Je fronçai les sourcils. Une femme, c'est possible, mais eux pourrait être un frère, un ami, ou même un collègue. L'inscription nous apprend peu de choses, mais sa présence nous en dit beaucoup. Quelqu'un tenait suffisamment à Wexford pour lui offrir ceci, et il l'a emporté avec lui le matin de sa disparition. Puis il était ici, sans aucun doute, et il n'est pas parti par où il était venu. Nous avons marché en silence pendant plusieurs minutes. Holmes semblait plongé dans ses pensées, ses longues enjambées rapides et déterminées. Arrivé à Belgrave Square, il prit enfin la parole. « Watson, que penses-tu du mégot de cigarette que nous avons trouvé? C'était du russe, tu l'as dit. Oui, mais vous avez oublié la marque. Nazarov Black Leaf, une variété rare appréciée, seulement par quelques connaisseurs. Parmi eux, Petrov. Tu es sûr? Je l'ai senti dans la salle de réception, un arôme très particulier, clous de girofle épicés et lac. Notre premier secrétaire fume comme un pompier, et pourtant il a nié avoir vu Wexford. Alors tu crois qu'il ment? Je crois qu'il ment soigneusement. Ce qui est pire, nous sommes retournés à Baker Street peu après-midi. Madame Hudson avait laissé un plat couvert de harengs et de toast dans le salon, mais Holmes l'ignora complètement. Il s'assit à son bureau et commença à griffonner des notes avec une intensité fébrile. Je l'ai observé pendant quelques minutes, puis j'ai demandé « Pensez-vous que Wexford a été kidnappé ?» Holmes tapota sa lèvre du bout de sa plume. « C'est une possibilité, mais il aurait fallu recourir à la force ou à la persuasion. Il a laissé son manteau. Cela suggère qu'il s'attendait à revenir rapidement
ou qu'il n'avait jamais eu l'intention de revenir. Mais qu'en est-il de la lettre? La gouvernante a dit qu'il était pâle après l'avoir lue. Les yeux de Holmes brillèrent. Oui, Watson, la lettre manquante, c'est la clé. Il l'a reçue avant le petit déjeuner. Il l'a brûlée dans la cheminée. Puis il a marché seul dans le brouillard pour retrouver quelqu'un. Il l'a peut-être fait sous la contrainte, ou avec une intention bien arrêtée. On frappa à la porte. Madame Hudson entra avec un télégramme sur un plateau d'argent. « Pour vous, monsieur Holmes. Du ministère des Affaires étrangères, à ce qu'il paraît. » Holmes l'ouvrit rapidement. « Confidentiel. Le chapeau de Wexford a été trouvé dans ci. La Tamise près de Blackfriars. Aucun signe de corps. Veuillez aviser Mycroft, il me l'a tendu en silence. Je l'ai lu 2 fois. Alors il est mort, demandai-je. Holmes se tenait debout, les bras croisés. Pas de corps, pas de certitude. Cela semble trop soigneusement mis en scène. Un homme du rang de Wexford ne tombe pas dans la Tamise par accident, pas avec des documents de traité dans sa valise. Il se tourna vers la fenêtre, sa voix devenant lointaine. Quelqu'un veut que nous croire il est mort. Cela soulève 2 possibilités. Soit Wexford a été enlevé, et ses ravisseurs veulent avoir le temps de disparaître avec les secrets qu'ils détenaient. Soit Wexford a mis en scène sa propre disparition. Je le fixai du regard. Mais pourquoi? Holmes leva la main. Trop tôt, Watson. Il faut attendre. Le jeu est encore en train de se mettre en place. Un long silence s'ensuivit. Puis Holmes se retourna brusquement et se dirigea vers sa bibliothèque. Il en sortit un mince volume et l'ouvrit au milieu. « Lis ceci », dit-il en me le tendant. Page 94. J'ai suivi les instructions. C'était une note de renseignement concernant une affaire antérieure, impliquant un coursier belge malhonnête et une fausse carte d'identité. Qu'est-ce? Que cela a à voir avec Wexford? Le sourire de Holmes était fin et net. Tout. Regardez la note de bas de page. Notre ami Petrov était attaché à la même ambassade de Vienne à l'époque. Il a déjà été témoin de disparition. Je crains qu'il ne soit l'araignée au centre de cette toile. Le feu sifflait doucement tandis que les bûches se tassaient. « J'ai demandé un rendez-vous urgent avec Mycroft, » dit Holmes. « Il y a des questions auxquelles il faut répondre en silence. Le genre de silence que seul le club Diogène peut offrir. » Je le fixai du regard. « Soupçonnez-vous un complot plus vaste ?» Holmes m'a regardé gravement. « Je soupçonne qu'une guerre pourrait être évitée ou déclenchée, compte tenu de ce qui est arrivé à M. Tobias Wexford. Et tant que je ne saurais pas s'il était un traître, une victime ou un fantôme, je ne dormirai pas. Ce n'est que le lendemain matin que Holmes et moi sommes arrivés au Diogenes Club, un lieu aussi silencieux et singulier que son membre le plus célèbre, Mycroft Holmes. Ce club se dressait comme un bastion de dignité et de retrait sur pal. Mal, ses membres étant unis par un point commun, une aversion absolue pour les conversations inutiles. Je m'étais souvent demandé comment Mycroft, doté d'un esprit rivalisant même avec celui de son frère, supportait un tel exil volontaire. Du langage ordinaire, mais cela semblait lui convenir aussi bien qu'à ses cols amidonnés et à son air constant d'indifférence à peine contenue. On nous conduisit sans un mot à la salle des étrangers, la seule pièce de tout l'établissement où il était permis de parler. Un feu flamboyait faiblement dans l'âtre. Assis à une table, les mains jointes sur un exemplaire de l'U Times, était Mycroft Holmes. « Sherlock, dit-il sans se lever, tu es en retard de 23 minutes. » Holmes esquissa un léger sourire. « Et vous êtes aussi ponctuel qu'un chronomètre de marine. Watson et moi avons été retardés par un certain monsieur de Scotland Yard qui croit que les télégrammes poussent sur les arbres. » Mycroft nous fit signe de nous asseoir. L'affaire Tobias Wexford dépasse largement le cadre d'une simple préoccupation interne. Le ministère des Affaires étrangères est agité. Vienne exerce une pression, et j'ose dire que même Saint-Pétersbourg a commencé à chuchoter. « Vous comprenez, j'espère, la délicatesse de cette affaire ?»« Oui, oui, » répondit Holmes. « C'est précisément pour cela que je suis ici. Vous n'avez pas été très franc, Mycroft.
même dans votre télégramme. Mycroft haussa un sourcil. N'est-ce pas? Vous avez mentionné que le chapeau de Wexford avait été retrouvé près du pont de Blackfriars, mais vous avez omis un détail crucial, si sa mallette avait été retrouvée. Mycroft hocha lentement la tête, comme s'il reconnaissait un subtil échec et mat. Ce n'était pas le cas. Holmes se tourna vers moi. Alors la pire hypothèse commence à prendre de l'ampleur, Watson. Wexford a disparu, peut-être volontairement, avec des documents en sa possession pour ensuite laisser derrière lui un objet personnel dans un endroit suggestif. Son chapeau a été retrouvé flottant à moins de 20 mètres de l'endroit où un autre homme, dans des circonstances totalement différentes, s'est jeté vers la mort en février dernier. Le schéma est trop délibéré. Mycroft soupira. Tu comprends pourquoi je ne pouvais pas faire confiance à Lestrade. On ne peut pas se permettre un scandale international. Si la disparition de Wexford est le résultat d'une contrainte, il est peut-être déjà trop tard. Mais s'il s'agit d'une trahison, sa voix s'interrompit et regarda son frère droit dans les yeux. Alors, il faudra que tu le découvres discrètement. Holmes se pencha en avant. Je ferai plus que le déterrer, Mycroft. J'ai l'intention de le révéler. Un bref silence s'installa dans la salle avant que Mycroft n'ajoute « J'ai pris la liberté de récupérer les effets personnels de Wexford dans son bureau londonien. Ils ont été livrés à Baker Street. » Holmes se leva. « Alors, on commence ?»« Par là. Viens, Watson. » De retour à Baker Street, une malle en bois impeccable nous attendait près de la cheminée. Elle portait le sceau du ministère des Affaires étrangères et n'avait visiblement pas été ouverte depuis le dernier jour de Wexford au ministère. Holmes la déverrouilla avec précaution, comme pour désamorcer un piège. À l'intérieur se trouvait un assemblage soigné de dossiers, de documents, de cartes et de notes personnelles. Holmes se déplaçait rapidement, ses doigts parcourant chaque dossier sans pour autant les perturber. Il sortit une paire de gants gris du compartiment latéral et les examina attentivement. « Regarde ici, Watson. » Je me penchai. À l'intérieur, de la doublure du gant droit, à peine visible sans l'angle de la lumière, un fil était cousu le long de la couture, ni noir ni gris, mais d'un brun rougeâtre pâle. Holmes retira une épingle du revers de sa veste et la détacha délicatement. « De la ficelle cirée, » murmura-t-il, et durcie avec de la gomme. Pas une réparation, une dissimulation. D'une main précise, il ouvrit davantage la couture et retira un morceau de tissu plié. Déplié, il révéla une microphotographie, du genre de celles utilisées en espionnage, à peine plus grande qu'un timbre-poste. Holmes leva le document à la lumière. Un plan d'étage apparut, finement gravé. Des bâtiments gouvernementaux, confirma-t-il, mais pas anglais. Ce n'est pas le palais de Westminster, ni le ministère des Affaires étrangères. Il marqua une pause, puis sortit une loupe, et examina à nouveau les inscriptions. Non, c'est le palais du Belvédère à Vienne, les archives d'État autrichiennes. On y voit la voûte du rez-de-chaussée. Je le fixai du regard. Que ferait Wexford avec? Holmes esquissa un sourire sinistre. C'est ce que nous devons découvrir. Il déposa soigneusement la photo sur un tissu et se tourna vers la malle. Une liasse de lettres, nouée d'un fin ruban bleu, attira son attention. Il ouvrit l'enveloppe du dessus et en parcourut le contenu en silence, puis un autre, puis un autre. Elles proviennent toutes du même correspondant, dit-il, écrites d'une écriture élégante, avec des fioritures étranges, signées seulement eux. Écoutez ce passage. C'est comme vous le craigniez. Le silence ne peut plus durer. Ils surveillent les couloirs. Il faut accéder au coffre avant la fin de la semaine. Et ici, vos mouvements doivent rester cachés, surtout à ceux qui vous accueillent en amis. Derrière chaque sourire se cache un danger. Il leva les yeux. Ce n'étaient pas des lettres d'amour. « Tu crois qu'ils sont codés ?» ai-je demandé. Sans aucun doute. Et ils étaient censés survivre à Wexford. Regardez, chaque feuille est légèrement parfumée, sans doute pour tromper les chiens renifleurs dressés à la détection. D'encre,
Le papier lui-même est de fabrication autrichienne, et cette encre, violette, rare, de qualité militaire. Mais qui est eux? Holmes ne répondit pas immédiatement. Il se leva brusquement et se dirigea vers son étagère de livres de référence, passant sa main sur les dos. Il y avait un homme, dit-il lentement, dont le nom a refait surface lors des négociations balkaniques, un attaché de cour, des Habsbourg, Erhard von Altenberg. Il parlait couramment 5 langues. Il se déplaçait comme un fantôme dans les cercles diplomatiques. Il a disparu de Vienne il y a 2 mois. On murmure qu'il a fait défection, mais personne ne sait où. Il se retourna vers la table. Je crois qu'il s'agit de eux. Et je crois qu'il a contacté Wexford avec des informations trop dangereuses pour être transmises par les voies officielles. Tu penses que Wexford l'aidait? Je pense que Wexford était entraîné dans quelque chose, ou peut-être l'était-il déjà. Regardez le schéma. Une lettre secrète, une démarche inhabituelle, une disparition, une boîte d'allumettes avec un « E », un gant dissimulant des secrets d'État. C'est le langage de l'espionnage, Watson, pas de la politique. La lumière du feu vacillait sur le visage de Holmes alors qu'il se penchait en arrière, les yeux brillants de pensée. « Mais pourquoi mettre en scène une mort ?» demandai-je. « Pourquoi laisser son chapeau au bord de la Tamise? Pour lui donner du temps, ou pour offrir à quelqu'un d'autre un bouclier de désinformation? Et c'est là toute la question, Watson. Wexford a-t-il été trompé ou était-il le trompeur? Juste à ce moment-là, on frappa à la porte. Madame Hudson entra avec une note pliée sur un petit plateau en argent. « Un monsieur vient de vous livrer ceci, monsieur Holmes. Il a dit que c'était pour vous seul. » Holmes prit la note et l'ouvrit avec précaution. Je ne peux pas parler ouvertement. La vérité se cache derrière le velours vert de l'opéra. Venez seul. Loge 5, minuit. Il me l'a tendu sans un mot. L'opéra, dis-je en fronçant les sourcils, c'est aujourd'hui. Holmes hocha discrètement la tête. Alors, il faut se préparer. Un fantôme cherche audience. Sherlock Holmes n'allait pas souvent à l'opéra, et certainement jamais pour la musique. Les rares fois où nous prenions place dans l'auditorium richement décoré du Royal Opera House, son regard se tournait rarement vers la scène. Il scrutait plutôt le public à travers sa jumelle, observant les murmures, les regards et les gestes subtils avec la même intensité que d'autres réservent aux airs enflammés. Mais ce soir-là, alors que nous traversions les arcades éclairées au gaz de Covent Garden, il n'avait aucune allure théâtrale. Holmes était impeccablement vêtu, cravate noire et queue de pie, mais avec un étroit foulard blanc qui dissimulait le bas de son visage, un clin d'œil à la discrétion plutôt qu'à la mode. Ses yeux, mi-clos sous le bord de son chapeau d'opéra, balayaient à gauche et à droite avec une précision calculée. J'avais déjà vu ce regard, non pas celui d'un spectateur, mais celui d'un prédateur. « Tu es sûr de devoir y aller seul ?» demandai-je d'une voix étouffée, tandis que le brouillard s'installait entre les lampadaires. « Je le dois, » répondit-il. « Quel que soit eux, il, si c'est bien lui, a choisi un environnement où la dissimulation et l'artifice sont aussi naturels que la respiration. L'opéra est une mascarade, sauf le nom. Et si c'est un piège, mieux vaut qu'un seul de nous le déclenche plutôt que 2 y tombent. » J'ai ravalé ma protestation. Et si quelque chose tourne mal? Il fouilla dans son manteau et me glissa un petit objet dans la main. Je baissai les yeux et trouvai un revolver de poche. Restez au bar du hall. Si je ne suis pas de retour, à 12h30, montez. Et s'ils t'ont déplacé? Holmes sourit faiblement. Tu me connais assez bien pour me trouver, Watson. Le Royal Opera House scintillait de ses lustres et du scintillement de ses robes. Ce soir-là, la foule était dense, composée de l'élite londonienne, attirée par la dernière représentation du La Traviata pour la saison. Mais Holmes n'y prêta aucune attention. Il contourna le grand escalier et, guidé par un ouvreur à qui il murmura un mot discret, monta par un étroit couloir arrière jusqu'aux loges privées, boîte 5. Elle était située en hauteur le long du mur ouest, avec des rideaux et du luxe, et une seule chaise était déjà tournée vers la scène.
Holmes y entra prudemment. La loge était plongée dans l'obscurité, à l'exception des reflets dorés de la rampe en contrebas. Une silhouette était assise immobile sur la chaise, grande vêtue de noir, le visage dissimulé par un demi-masque. Holmes referma doucement la porte derrière lui et se tint à quelques pas de la chaise sans rien dire. Enfin, la silhouette parla. « Tu es venu seul. » La voix était basse et raffinée, ni anglaise ni manifestement étrangère. C'était l'accent de quelqu'un habitué à se fondre dans la masse. « En effet, » dit Holmes, « je n'aime pas les énigmes, monsieur E. » La silhouette tourna légèrement la tête. « Alors vous avez l'avantage sur votre gouvernement qui les exploite comme des pièces de monnaie. » Holmes s'autorisa un léger sourire. « Épargne-nous mutuellement notre performance. Vous connaissiez Tobias Wexford, vous correspondiez avec lui. Et maintenant, il a disparu. Les circonstances sont bien trop précises pour être une simple coïncidence. » L'homme hocha lentement la tête. « Il est venu me voir parce qu'il les craignait, a-t-il dit. Il avait raison. Son propre bureau avait été compromis. Il y avait des noms, des personnes proches de ministres, voire d'ambassadeurs. La délégation austro-hongroise n'est pas unie, monsieur Holmes. Certains servent la paix, d'autres des ombres. Pourquoi la photographie de la voûte du belvédère? Parce que Wexford soupçonnait que quelque chose se cachait là, la preuve d'une rupture planifiée, un traité falsifié, des signatures. Falsifiées? Peut-être même un projet de déclaration de guerre antérieur à la date. Quelque chose destiné à forcer votre gouvernement à l'agression. « Avez-vous des preuves » demanda Holmes. « Pas encore » répondit E. Mais il y croyait suffisamment pour tout risquer. Il est venu me voir, non pas en espion, mais en homme qui a vu une torche tomber sur la poudre. Holmes s'approcha, observant les mains gantées de l'homme posées sur ses genoux. « Vous avez organisé cette rencontre. Cela signifie que vous êtes soit très courageux, soit très désespéré. »« Je suis les deux, » dit l'homme. « Alors, dites-moi, » continua Holmes doucement, « est-ce vous qui avez laissé la boîte d'allumettes à la légation russe ?»« Non, » répondit-il, « c'était Wexford. » Holmes se figea. « Puis il était là. »« Oui, il y est allé de son plein gré. Pour rencontrer un informateur. Quelqu'un lui avait promis les noms des Tacit Societies. Commanditaire de cette duplicité. Mais c'était un piège. J'ignore ce qui s'est passé entre ces murs, seulement qu'on ne l'a plus jamais revu. » La mâchoire de Holmes se serra. « Et pourtant, vous avez choisi de garder le silence. » Il se leva lentement. « Je n'avais pas le choix. Si j'avais fait surface trop tôt, je les aurais menés jusqu'à toi. »« À moi ?»« À tous ceux qui pourraient relier les filles. La mort de Wexford, si mort il y a, n'était pas la fin. C'était la première allumette allumée. Dehors, l'opéra s'amplifiait, la complainte de Violetta s'élevant en un crescendo tragique. « Je peux te donner des noms, » dit E en s'avançant. « 3, mais pas plus. Les autres, tu dois les découvrir. Si je survis, je te recontacterai. » Holmes sortit un petit bloc-notes de sa poche. L'homme tendit une main gantée et y plaça une feuille pliée. Holmes la glissa dans son gilet. « Pourquoi moi ?» demanda soudain Holmes. « Pourquoi contacter un détective plutôt que le ministère des Affaires étrangères ?» Les yeux d'eux brillèrent derrière le masque. « Parce que, monsieur Holmes, ils ont des oreilles partout. Mais personne n'écoute encore celui qui écoute. Tout le monde. Tu es le seul esprit qu'ils ne peuvent pas manipuler. Ils te craignent. » Puis, sans un mot de plus, l'homme se retourna, ouvrit le rideau au fond de la loge et disparut dans le couloir privé. Holmes attendit un instant, puis il jeta un coup d'œil au papier plié. 3 noms, écrits à la hâte d'une écriture inconnue. K. Rushton, monsieur d'Evreux. Glades Holmes serra les lèvres. Rushton était un conseiller principal du ministre de la Guerre, d'Evreux, un secrétaire de confiance de l'ambassadeur britannique à Vienne, et Glades, un ancien, attaché désormais basé à Berlin. L'étendue de leur influence était stupéfiante. Il quitta la loge, croisant le public comme s'il était l'un d'eux, un simple homme en smoking revenant de l'entracte. Mais intérieurement, ses pensées allaient bon train. Au bas du grand escalier, il me trouva en train d'attendre.
mes yeux scrutant la foule avec une anxiété croissante. « Ça va » demandai-je aussitôt. « C'est bien » murmura-t-il, « mais je crois que nous sommes maintenant au bord d'un gouffre plus grand que nous l'imaginions. » Il m'entraîna dans une alcôve silencieuse. « 3 noms, Watson, 3 clés d'une porte verrouillée. J'ai l'intention de voir ce qui se cache derrière. »« Et Wexford » demandai-je. Le visage de Holmes s'assombrit. Toujours porté disparu, mais maintenant, je ne crois plus qu'il ait disparu, seul. À mon réveil, le lendemain matin, le ciel au-dessus de Baker Street était pâle et hésitant, sa faible lumière luttant contre un voile de brouillard qui ne s'était pas levé depuis l'après-midi précédent. Holmes, toujours matinal sur une affaire, n'avait pas fermé l'œil. Je le trouvais assis à son bureau dans une tache de lumière grise, les 3 noms griffonnés sur une feuille de papier ministre, à côté d'une pile de dossiers ouverts. Il était plongé dans ses pensées, les lèvres pincées en une fine ligne, la fumée de sa pipe s'élevant paresseusement vers le plafond comme le déroulement d'un processus mental plus profond. « Tu n'as pas dormi. Ai-je remarqué en entrant avec le journal du matin ? » ?»« Non, » répondit-il simplement. « Le temps est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre dans cette affaire, Watson. Ces noms, Rushton, Devereux et Glites, ne sont pas de simples suspects. Ce sont des pièces d'échecs. Chacun occupe un échiquier différent, mais tous peuvent être déplacés par la même main. » Il se leva brusquement et se mit à arpenter la pièce, sa robe de chambre flottant derrière lui comme une cape. « Rushton, nous devons l'approcher avec prudence. En tant qu'assistant du ministre de la Guerre, toute action contre lui risque de déclencher l'alarme à Whitehall. Glites est hors de notre portée pour le moment, installé en sécurité à Berlin. Mais Devereux, Devereux, est ici à Londres, et c'est vers lui que nous tournons désormais notre regard. » Holmes jeta le papier et sortit un mince carnet relié en cuir dessous le coussin de son fauteuil. Dans les registres de correspondance du ministère des Affaires étrangères, la signature de Devereux apparaît de manière incohérente, tantôt élégante et assurée, tantôt irrégulière et précipitée. Cette anomalie a retenu mon attention. Ne serait-ce pas simplement de la précipitation ? Ai-je proposé. Holmes secoua la tête. Chez un homme formé à l'exactitude diplomatique ? Non, c'est la marque d'une alternance d'auteurs, ou, à tout le moins, d'une duplicité. Il ouvrit le carnet, révélant un tableau de dates, de lieux et d'annotations. Il y a 3 jours, Devereux a été aperçu quittant un club privé près de Piccadilly, le Cordouan, réputé pour sa clientèle discrète et sa politique, d'admission exceptionnellement libérale. Il a rencontré une femme décrite comme élégamment vêtue, avec un carnet en cuir rouge cramoisi. « Un carnet ?» répétai-je. « En effet, Crimson, Watson, le genre de détail dont tout le monde se souvient et qu'un espion pourrait croire à tort insignifiant par son audace même. » Holmes referma le carnet d'un claquement sec. « Nous ferons escale au Cordovan aujourd'hui, mais nous n'irons pas en notre nom. » En début d'après-midi, je reconnaissais à peine mon propre reflet. Holmes m'avait transformé en un gentleman aisé, un peu discrédité. Col froissé, légère odeur de cognac et canne pour l'effet. Lui-même avait pris l'apparence d'un avocat tranquille et sûr de lui, au pédigré campagnard obscur, le genre d'homme dont personne ne se souvient une fois l'encre sèche. Le Cordovan se trouvait derrière une rangée de maisons cossues le long de Half Moon Street, son entrée étant anonyme, à l'exception d'une sonnette en laiton sans inscription. Un portier en livrée nous fit entrer sans poser de questions. À l'intérieur, le club était lambrissé de cerisiers foncés, décoré de paysages anonymes et imprégné d'une épaisse fumée de cigares. Des hommes en manteau de velours lisaient le journal ou jouaient au whist en silence. Holmes nous guida vers un coin discret près de la cheminée, et quelques instants plus tard, un serveur apparut. « Un sherry sec pour moi, » dit Holmes. « Thé pour mon cousin pareil. » L'homme hocha la tête, puis marqua une pause. « Vous êtes des messieurs venus du continent ?» Les yeux de Holmes brillèrent faiblement. En effet, la Bavière à l'origine. Alors que le serveur disparaissait, Holmes me chuchota «
Choisissez toujours une nation suffisamment neutre pour ne pas éveiller la curiosité. L'attente ne fut pas longue. À peine nos boissons arrivées, les portes s'ouvrirent et une femme fit irruption. Grande et posée, elle portait un manteau bordé de fourrure et des gants couleur nuit. Ses yeux étaient cachés par un voile de dentelle. Mais impossible de se tromper sur l'objet qu'elle tenait à la main. Un carnet rouge cramoisi. Holmes se tendit. « Observez, Watson. Notre cardinal revient au perchoir. » Elle se dirigea vers le fond du salon et s'assit dans un fauteuil solitaire face au feu. Le carnet reposait à côté d'elle, sans surveillance, mais toujours à portée de main. Holmes se leva. « Il est temps de me dégourdir les jambes. » Il passa une fois devant sa chaise, examinant nonchalamment un tableau au-dessus de la cheminée. Puis, une seconde fois, il laissa tomber son mouchoir. En se baissant pour le récupérer, il jeta un coup d'œil au dos du carnet. Il est revenu à notre table 10 minutes plus tard, les yeux brillants. « Elle n'est pas anglaise, » dit-il doucement. J'ai entendu quelques mots murmurés, du français mais avec une intonation tyrolienne. Elle a probablement grandi en Autriche et fait ses études à Lausanne. Et le carnet? Elle est gravée du monogramme CM, des initiales qui n'apparaissent nulle part dans le registre du ministère des Affaires étrangères. Elle n'est pas des nôtres. Je jetai un nouveau coup d'œil. La femme avait ouvert le carnet et écrivait délicatement, consciemment. Puis elle se leva, s'approcha du vestiaire et, quelques instants plus tard, sortit dans la rue. Holmes se leva d'un bond. « Vite, Watson, on vous suit. » Nous la suivions à travers la brume épaisse de Piccadilly, passant Albemarle Street et se dirigeant vers Mayfair. Elle marchait d'un pas rapide, sans jamais regarder par-dessus son épaule, mais avec une certaine conscience du temps. Lorsqu'elle entra dans une ruelle étroite derrière une maison d'édition, Holmes leva la main. « Laissez-la partir. »« Pourquoi ? » ?»« J'ai arrêté maintenant, » demandai-je essoufflé, parce qu'elle se dirige vers un point de dépôt. Effectivement. Elle s'arrêta à côté d'une rangée de cendriers, glissa quelque chose dans le rabat rouillé d'une chute postale et disparut à l'autre bout de l'allée. Holmes s'élança et ouvrit le parachute. À l'intérieur se trouvait un petit paquet de cuir ficelé. Il l'examina dans l'intimité d'une cour voisine. À l'intérieur se trouvait non pas le carnet cramoisi, mais une copie, une série de pages écrites en écriture miroir. Holmes utilisa une loupe, compacte pour déchiffrer l'écriture. « C'est une liste, » murmura-t-il. « Nom de code, heure de rendez-vous, lieu, et regardez ici. Wexford, son nom apparaît à côté d'une date, la date de sa disparition. »« Et cette femme ?» demandai-je. « Quel est son rôle ?» Holmes leva les yeux. « Coursier. Peut-être plus, mais elle est le lien entre Devreux et quelqu'un de plus haut placé. Et nous avons maintenant la preuve que Wexford était surveillé, peut-être même livré. » Il plia soigneusement les pages. « Je rendrai visite à Devreux ce soir, officiellement. S'il est innocent, il protestera. S'il est complice, il mentira. Mais j'ai besoin que vous fassiez autre chose, Watson. »« N'importe quoi, dis-je aussitôt. Découvrez qui est cette CM. Commencez par le bureau d'enregistrement du ministère des Affaires étrangères. Puis, dans les ambassades, continentales. Si elle est à leur service, sa trace laissera une trace. » J'ai hoché la tête, en attrapant déjà mon manteau. Holmes se tourna vers le ciel qui avait commencé à s'assombrir tôt sous le poids des nuages qui s'accumulaient. « Ce soir, dit-il doucement, nous frappons à une porte qui cache une trahison. » Ce soir-là, la pluie tombait à un rythme régulier et calme, comme si Londres elle-même exhalait un long soupir. Il était presque 20 heures lorsque Holmes descendit d'un fiacre devant un imposant bâtiment géorgien de Queen Anne's Gate. Là, derrière les façades réservées du quartier politique londonien, vivait Michel Devereux, secrétaire principal de l'ambassadeur britannique à Vienne, et l'un des 3 noms griffonnés sur la liste remise à Holmes par le mystérieux E. De l'opéra point revêtu de nouveau de sa tenue de soirée, Holmes avait tout du chercheur invité, un homme qui multiplie les rendez-vous et les invitations à dîner, et non les accusations. Dans sa main gantée,
Il tenait une lettre cachetée, frappée des armoiries de l'Académie royale des sciences politiques, un document de commodité contrefait le matin même par l'un de ses associés, moins connu mais très compétent, à Clerkenwell. « Annoncez-moi comme étant le docteur Vernet de Genève », ordonna-t-il sèchement au portier. « Nous avons échangé des lettres. » Le majordome, un homme pâle aux cheveux clairsemés et cligné des yeux trop souvent, accepta la lettre sans poser de questions et fit visiter à Holmes une série de pièces jusqu'au salon bleu. Un salon richement décoré avec des murs damassés, une cheminée en marbre et une profusion de meubles en velours sombre. Il y flottait une légère odeur de cigares et de citron. Michel Devreux était déjà là, installé dans un fauteuil à haut dossier près du feu, un verre de cognac reposant nonchalamment dans une main. Il se leva avec un sourire qui ne lui parvint jamais jusqu'aux yeux. « Docteur Vernet, enfin, dit-il d'une voix douce et cultivée, vous êtes très ponctuel. » Holmes s'inclina légèrement. « Et vous êtes très arrangeant. » Les deux hommes s'assirent et, pendant quelques minutes, ils échangèrent les plaisanteries habituelles des diplomates. Discussions sur des articles universitaires, sur la situation dans les Balkans et sur la curieuse façon dont le brouillard semblait persister plus longtemps à Londres que partout ailleurs en Europe. Holmes laissa la conversation se dérouler naturellement, sirotant son cognac sans rien dire. Mais peu à peu, il orienta le sujet vers Vienne, et plus précisément vers les défis du travail au sein d'un ministère des Affaires étrangères fragmenté. « Vous êtes en poste là-bas depuis quelques années, monsieur Devreux ?» demanda-t-il, en observant l'homme attentivement. « 6 ans, répondit Devreux, même si je suis souvent retourné à Londres. On me fait confiance des deux côtés de la Manche, comme on dit. Un trait rare, murmura Holmes. La confiance ne se gagne pas si facilement. Devreux leva son verre. Pas si facile à garder. Holmes posa son verre. Alors je dois vous demander quelque chose, monsieur, ne serait-ce que pour satisfaire ma curiosité. Connaissiez-vous monsieur Tobias Wexford? Le sourire s'est figé. Un battement passa, silencieux, délicat et mortel, comme le fil d'un couteau. Je le connaissais, dit lentement Devreux. Nous travaillions dans des domaines qui se recoupaient. Il était efficace. Holmes inclina la tête. Et pourtant, il a disparu, sans laisser de traces. Tragique. En effet, répondit Devreux d'un ton neutre. Le ministère des Affaires étrangères a choisi d'interpréter cela comme un probable accident. Son chapeau, voyez-vous, a été retrouvé près de la Tamise. Holmes se pencha légèrement en avant. C'est curieux. Les chapeaux ne s'en vont pas tout seuls. Les sous-secrétaires d'État ne se promènent pas non plus sans leur par-dessus sur les ponts embrumés, sauf s'ils y sont contraints, ou par peur. Les yeux de Devreux se plissèrent. Je ne suis pas sûr de comprendre. Alors permettez-moi d'être plus direct, dit Holmes d'une voix calme. J'ai des raisons de croire que la disparition de Wexford n'est pas un accident, mais une orchestration. Ces déplacements étaient connus à l'avance de certaines personnes, des individus ayant accès à des documents sensibles et des relations à l'étranger. Un silence s'installa, le feu crépita dans la cheminée. « J'espère que vous n'insinuez pas que je fais partie de ces individus, » dit froidement Devreux. « Pas du tout, » répondit Holmes en se levant. « Je recueille simplement mes impressions, comme tout chercheur assidu doit le faire. Votre temps est précieux. » Il se tourna pour partir, mais juste au moment où sa main touchait la poignée de porte, Devreux parla à nouveau. « Il y a une femme, le docteur Vernet. Elle se fait appeler Camille Moreau. Avez-vous entendu parler d'elle ?» Holmes marqua une pause. « Je crois que le nom a refait surface. Elle s'est attachée à certains cercles, les milieux mondains. Elle se déplace d'une ambassade à l'autre avec une facilité déconcertante. En effet, la voix de Devreux s'assombrit. Si Wexford a été trahi, je ne serais pas surpris qu'elle y soit pour quelque chose. Les hommes sont des imbéciles, docteur, surtout les hommes ambitieux. » Holmes se tourna vers lui et l'observa attentivement. « Parlez-vous par observation ou par expérience ?» Devreux ne répondit pas. Mais Holmes
n'en avait pas besoin. Quand il est revenu à Baker Street juste après 10 heures, j'étais assis près du foyer, des papiers étalés sur le sol et une liasse de notes manuscrites sur mes genoux. Holmes jeta son manteau et entra rapidement dans la pièce. « Eh bien, demanda-t-il. « Je l'ai trouvée, dis-je, Camille Moreau, ou du moins l'identité qu'elle utilise actuellement. Elle est entrée en Angleterre avec un passeport français délivré à Lausanne, il y a 2 mois. Aucun lien connu avec notre gouvernement. Cependant, 2 semaines avant son arrivée, une tentative de piratage a eu lieu dans les archives sécurisées de l'ambassade de Vienne. Aucun document n'a été volé, mais l'intrus a laissé derrière lui une épingle à cheveux dorés, ornée, d'une pierre rouge. « C'est approprié, » dit Holmes d'un ton presque satisfait. « Et le nom ?» Son dossier est mince, très mince, mais j'ai suivi ses mouvements grâce à un registre financier du consulat britannique à Prague. Les fonds ont été retirés sous un code de décaissement officiel, paraphé MD Michel Devreux, murmura Holmes. Il s'assit, croisa les doigts et ferma les yeux un instant. Nous avons maintenant un schéma. Devereux finance Moreau. Elle rencontre Wexford. Wexford disparaît. Puis Moreau remet un document à un point de dépôt à 2 rues du Cordovan Club. Et ce soir, Devereux la nomme sans qu'on lui demande. « Tu crois qu'il détourne les soupçons ?» demandai-je. « Trop facilement, » dit Holmes. « C'est la rapidité de l'offre qui le trahit. S'il était innocent, il aurait esquivé la question sans citer de nom. Mais il voulait que je la regarde et que j'arrête de la regarder, lui. » Il se leva et se dirigea vers la cheminée, prenant la liste pliée sous l'horloge. « 3 noms, dit-il. Nous en avons interrogé un et il ment. C'est un progrès. Il faut maintenant découvrir ce qu'il ment. À propos de... J'ai parcouru la page à nouveau. Et les autres, Rushton et Gleitz? Gleitz est toujours à Berlin, dit Holmes, mais il ne chôme pas. J'ai demandé un télégramme par l'intermédiaire de Mycroft. Si une correspondance ou un mouvement soudain survient dans les prochaines 48 heures, je le saurai. Et Rushton? Le visage de Holmes s'assombrit. C'est le point le plus délicat. Rushton est intégré au ministère de la Guerre. S'il est impliqué, nous sommes face à une affaire bien plus complexe que de l'espionnage. Je frissonnai. Et alors? Holmes se retourna lentement. Une conspiration, Watson. Une conspiration qui s'étend au-delà des frontières, des ministères et jusqu'au cœur même de ce gouvernement. Et l'homme qui a tenté de l'arrêter, Tobias Wexford, est soit mort, soit en fuite. Il s'arrêta. Mais quoi qu'il en soit, il n'est pas seul dans l'ombre. C'est le lendemain matin de la rencontre de Holmes avec Devereux que le fil suivant de notre tapisserie en train de s'effilocher s'est présenté, de manière inattendue, non sollicitée et sous la forme la plus improbable. Une facture de gaz. L'enveloppe arriva par la poste, indiscernable parmi la pile de correspondances que Holmes ignorait habituellement. Pourtant, quelque chose dans l'enveloppe, un léger pli dans le coin supérieur gauche, une tache sous le destinataire, le fit s'arrêter. Il la déchira, jeta un coup d'œil au papier plié à l'intérieur et se leva aussitôt, la lettre tremblant légèrement entre ses doigts. « Ceci, dit-il, est pas une facture de gaz. J'ai levé les yeux de mes notes, surpris. Qu'est-ce que c'est, alors ?» Il le brandit. « Un code, Watson, caché à la vue de tous. La lettre contenait tous les éléments d'un document de routine de la Gaslight and Heating Company du Grand Londres. En tête, tarif, unité de consommation. » Mais Holmes avait les yeux fixés non pas sur les chiffres, mais sur les postes eux-mêmes. « Notez l'ordre des frais, » dit-il d'une voix plus rapide. « 1 shilling et 4 pence, puis 3 pence, puis 7 pence. C'est absurde en comptabilité. Les tarifs ne sont ni cumulatifs, ni standardisés. J'ai pris la lettre et je l'ai examinée moi-même. Alors, que veulent-ils dire? Holmes était déjà de l'autre côté de la pièce, ouvrant un tiroir et récupérant une fine roue de chiffrement, du genre de celle utilisée dans les dépêches militaires pendant son service dans la Seconde Guerre d'Afghanistan.
Il ajusta rapidement les cadrans, les alignant sur les charges irrégulières, traduisant les montants en lettres correspondantes grâce à un chiffrement de substitution. Tout en travaillant, il murmura le message qui en résultait. Sous la lampe de la couronne, à Chelsea Embankment, 9e heure. Seul. Venez sans armes. Il leva brusquement les yeux. Un rendez-vous, probablement de notre messager fantôme, ou de quelqu'un cherchant à intervenir, ou te piéger, ajoutai-je d'un ton sombre. Holmes hocha la tête. C'est possible, mais cette méthode est astucieuse, enfouie dans le quotidien. Quelqu'un, quelque part, sait que je suis la piste et souhaite parler. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Il plia le billet et le glissa dans son gilet. On y va tout de suite, Watson. Si je suis attiré dans la gueule du lion, je le ferai les yeux ouverts et le revolver chargé. Le quai de Chelsea s'étendait devant nous sous une voûte de nuages bas. La Tamise, grise et maussade, léchait ses murs de pierre telle une bête agitée. À l'heure dite, peu avant 9 heures, nous arrivâmes au pied d'un large escalier menant à un lampadaire à gaz solitaire, couronné d'un fleuron en fer forgé en forme de couronne royale. Il n'y avait aucun signe de mouvement. La rue était vide, à l'exception du faible sifflement d'un lampadaire et du fracas lointain d'un fiacre disparaissant au détour d'un virage. Nous avons attendu en silence pendant près de 5 minutes. Holmes attira alors mon attention sur une petite boîte en laiton fixée au pied du lampadaire. « Elle n'était pas là la semaine dernière, dit-il. Je suis passé par ici mardi. » Il s'agenouilla et examina les charnières. La boîte s'ouvrit avec un léger clic, révélant une petite page pliée, reliée par une ficelle. À l'intérieur se trouvait un morceau de parchemin épais de couleur crème, filigrané d'un léger sceau de la couronne des Habsbourg. Dessus, d'une écriture précise, était écrit « 3 surveillaient le coffre, mais seuls 2 furent nommés. Le 3e marche avec de l'airain et ne porte pas de langue. » Faire les sourcils de Holmes se froncèrent. « Une énigme, dis-je. » Il hocha la tête, et pas frivole. Il resta là, le regard fixé sur l'autre rive. Considérons la chose logiquement. 3 surveillaient le caveau du Belvédère à Vienne, sans doute mentionné dans le microfilm dissimulé par Wexford. Mais seuls 2 furent nommés, ce qui implique que 2 conspirateurs ont été publiquement identifiés. Devreux et Gleitz, peut-être, ou Rushton et Devreux. L'ordre importe moins que les implications. 3e reste anonyme. Il a lu à nouveau « Le 3e marche avec de l'airain et ne porte pas de langue. » Le visage de Holmes se figea, puis il se retourna brusquement. « Du cuivre, pas de langue. Watson, qu'est-ce qui porte du cuivre sans parler ?» Je fronçai les sourcils. « Une statue ?»« Proche, mais non. Une machine à chiffrer. Un esprit. Mécanique, si vous voulez. Quelqu'un qui a un enregistrement mais ne le fait pas parler. » J'ai cligné des yeux. « Un commis ?» Holmes hocha lentement la tête. Plus qu'un employé, un comptable. Quelqu'un dans le système, invisible, qui voit tout ce qui bouge mais ne parle jamais. Il marche avec du cuivre, les accessoires d'une caisse peut-être. Un comptable, un fonctionnaire. Ses yeux brillèrent. Bien sûr, le registre Gaslight n'était pas seulement le messager, c'était le message. On nous dirige vers quelqu'un au sein de l'infrastructure. Alors la note venait de eux. Le regard de Holmes se rétrécit. C'est son style, complexe, symbolique, précis. Mais on ne peut pas en être certain. Le danger des codes, c'est qu'ils se répercutent. Il marqua une pause. Il n'y a qu'un seul endroit où cette personne pourrait vraisemblablement opérer, avec accès aux flux financiers, aux infrastructures militaires et aux contacts étrangers, tout cela sans se faire remarquer. Je le fixai du regard. Le ministère de la guerre. Holmes se détourna du fleuve, la voix aiguë et résolue. Nous devons trouver le trésorier responsable des transferts budgétaires vers Vienne, Berlin et Prague. Il ne figurera pas parmi les cadres supérieurs. Son nom restera dans la routine. Nous retournâmes immédiatement à Baker Street. Pendant plusieurs heures, Holmes étudia une collection de registres financiers, d'annuaires administratifs
et de notes de frais acquis grâce à la discrète collaboration de Mycroft Holmes, qui, bien que réticent à intervenir directement, lui avait donné accès à ces documents grâce à une série de notes rédigées avec précision. « Voilà », murmura Holmes juste après minuit en tapotant un nom avec un crayon. « Harold Entwistle, secrétaire de 3e classe, vérification budgétaire et tenue du grand livre des envois à l'étranger. » Un moins que rien, dis-je. Exactement le genre d'homme que personne ne remettrait en question. Holmes leva les yeux. Alors il faut l'interroger. Le lendemain matin, nous nous trouvions dans un étroit bâtiment de Bloomsbury, attenant à l'arrière de l'annexe administrative du ministère de la Guerre. Le logement d'Entwistle était modeste, 2 pièces au-dessus d'un bureau de tabac. Un numéro 42. Des lavets étaient cloués de travers sur l'encadrement de la porte. La propriétaire, une septuagénaire aux traits flétris, nous fit entrer à contre-cœur. « Monsieur Entwistle est un homme discret, » dit-elle à Holmes. « Pas de visiteurs, pas d'alcool, pas de bruit, elle lit beaucoup. Se promène à la même heure chaque matin, Regent's Park. Est-il à la maison maintenant ?» demanda Holmes. Elle hocha la tête. « Il a pris son petit déjeuner il y a 1 heure à peine. Nous avons frappé à la porte du haut. Il n'y a eu aucune réponse. » Holmes essaya la poignée. Elle était verrouillée. Il sortit un outil fin de sa poche et en quelques secondes, il ouvrit la porte. À l'intérieur, la pièce était sombre et sentait l'encre, le cirage du laiton et le tabac. Un petit feu brûlait jusqu'à devenir des braises. Sur la table se trouvait une tasse de thé à moitié vide. Mais pas d'Entwistle. Holmes se déplaçait rapidement, son regard parcourant la pièce. Sur le bureau, entouré de registres et de feuilles carbone, se trouvait un journal ouvert. Il le feuilleta. « Il tenait des registres des dépêches », a déclaré Holmes, et codait les entrées secondaires. Il a pointé une ligne. « Épingle rouge. Vienne. 8 juin. Transfert définitif. Risque atténué. » Rushton confirme. Un autre. « Devereux demande des fonds supplémentaires. CM termine sa tournée. Nouvelle descente sur Kingsbridge. » Et l'entrée finale, à peine, lisible. « Je sais qu'il vous observe. Si vous recevez ces informations, suivez l'horloger à Harrow. Il connaît la suite. » Si, Holmes s'est tourné vers moi. « Watson, nous avons atteint le bord du gouffre. Entwistle est parti. Mais il a laissé un dernier indice. L'horloger de Harrow. Qui est-il » La voix de Holmes était ferme, mais ses yeux étaient aussi tranchants que des lames. Si mes déductions sont exactes, c'est la dernière personne à laquelle Wexford faisait confiance. Et il est peut-être le seul homme vivant à savoir si Wexford est toujours parmi nous. C'était un matin pluvieux et gris ardoise lorsque Holmes et moi montâmes dans le train matinal en direction de Harrow, l'encre de la dernière entrée du journal d'Harold Entwistle, encore fraîche dans nos Thanksbreeze. Ce nom persistait dans l'esprit de Holmes depuis la nuit précédente, telle une note dissonante dans une symphonie. L'horloger de Harrow, c'était un indice indirect, peut-être même une fausse piste, mais l'urgence de sa présence dans le journal d'Entwistle convainquit Holmes de son authenticité. Quel que soit cet homme, il possédait des connaissances qui valèrent la peine de mourir ou de disparaître. Pourquoi un horloger ? Demandai-je tandis que le train traversait bruyamment les faubourgs brumeux de Londres. Holmes se détourna de la fenêtre, où des rangées de haies givrées défilaient en silence. Les horlogers, Watson, sont des hommes de précision et de silence. Ils voient le monde comme une série d'intervalles mesurables, des rouages dans d'autres. Si l'on souhaite dissimuler une information à la vue de tous, codée dans le temps peut-être, qui mieux qu'un horloger pour interpréter le mécanisme? Il fouilla dans son manteau et en sortit une fois de plus le journal d'Entwistle, le feuilletant jusqu'à la dernière ligne énigmatique. Suivez l'horloger à Harrow. Il connaît la suite. Holmes tapota la page avec un long doigt. Passe ouvert mais suivre. La distinction est subtile mais essentielle. Signification? Ce qui signifie que notre homme est déjà en mouvement. Nous sommes arrivés à Harrow peu après 10 heures et avons longé la rue principale à pied,
la pluie battant sans relâche nos parapluies. Le village, bien que respectable, avait un caractère étrangement silencieux ce matin-là, comme si ces pierres mêmes ressentaient la tension invisible qui nous entourait. Holmes avait déjà envoyé un télégramme par l'intermédiaire des relations de Mycroft pour rassembler les documents pertinents. En chemin, il lut à voix haute une réponse pliée. Il n'existe actuellement qu'un seul horloger agréé dans le district. Nom, Monsieur Ephraim Quayle, âge 71 ans, ancien artisan fonctionnaire. Il dirige désormais un atelier sur Hillcroft Lane. Nous avons trouvé l'établissement assez facilement, une modeste devanture avec une signalisation décollée indiquant Quayle & Son, service horloger depuis 1847. La vitrine présentait un assortiment d'horloges, chacune tic-tac avec une solennité tranquille, leur cadran de cuivre luisant faiblement dans la lumière tamisée. Pourtant, sous le rythme régulier du temps, quelque chose dans l'endroit semblait étrangement prometteur. Holmes ouvrit la porte. Une cloche tinta au-dessus de sa tête. 2 coups aigus. Pas 3. Une variation délibérée, remarqua Holmes, en silence. À l'intérieur, la boutique était exiguë, mais bien rangée. Des dizaines d'horloges bordèrent les murs, tic-tac harmonieusement superposés, tel un orchestre mécanique jouant à l'unisson. Derrière un long comptoir en chêne se tenait un homme mince en blouse verte, les doigts tachés d'huile et de cirage pour laiton. Il leva les yeux vers nous, clignant des yeux comme un hibou à travers une paire de lunettes épaisses. « Monsieur Quayle ?» demanda Holmes. L'homme hocha la tête. « Je crains que nous ne soyons pas venus pour des réparations, » poursuivit Holmes. « Nous sommes venus pour Harold & Twistle. » Un long silence. Le seul bruit était le tic-tac synchronisé d'innombrables horloges. « Je t'attendais ?» dit enfin l'homme. Il nous fit signe de le suivre, et nous conduisit à travers une porte étroite à l'arrière de la boutique dans un petit salon dont les murs n'étaient pas tapissés d'horloges, mais de livres, des manuels techniques, des registres de la fonction publique et des folios reliés de cartes et de schémas de chiffrement. Il ferma la porte derrière nous. « Du thé ?»« Non, merci, » répondit Holmes. « Le temps presse. » Quayle sourit faiblement au jeu de mots, mais ses yeux étaient solennels. « Je savais que ça en arriverait là, » dit-il en s'asseyant et en soupirant. « Harold m'a dit que si quoi que ce soit arrivait, s'il était suivi ou compromis, je devrais m'attendre à recevoir une visite avec cette entrée de journal. » Holmes prit le carnet d'Entwistle et le posa délicatement sur la table entre « Alors, je suis là pour vous écouter. » Quayle hocha la tête. « Alors, écoutez attentivement. Tout a commencé il y a près d'1 an, lorsque Wexford s'est confié à Harold. Il s'était croisé par l'intermédiaire du conseil de surveillance financière du ministère. Wexford avait constaté des incohérences dans les indemnités de déplacement vers Vienne et Prague, des montants trop faibles pour déclencher l'alarme mais persistant, régulier et toujours lié à des noms sortis du registre officiel. De fausses identités, murmura Holmes. Exactement, répondit Quayle. Wexford soupçonnait une opération secrète au sein même du ministère des Affaires étrangères, une opération qui ne dépendait pas de Whitehall, mais utilisait ses canaux pour masquer une allégeance différente. Dont Quayle hésita puis baissa la voix. L'Alliance pancontinentale, une initiative secrète proposée par une frange du corps diplomatique austro-hongrois, des hommes convaincus que la guerre est inévitable et cherchant à la manipuler. À leur guise, Wexford croyait qu'un ou plusieurs des nôtres s'étaient alliés à eux. Et quel était le rôle d'Entwistle? Il s'est porté volontaire pour observer de l'intérieur. Il ne transmettait jamais de messages, seulement des schémas. Registres de mouvements, signatures, chiffres chiffrés intégrés dans des échéanciers de paiement. Il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à structurer les données. C'est là que je suis intervenu. Holmes se pencha en avant. C'est vous qui avez construit le code. J'ai construit le registre, dit simplement Quayle. Un système comptable qui pouvait également servir de livre de code. Il utilisait un modèle de substitution temporelle modifié, suffisamment sûr pour rester invisible à quiconque ne disposant pas de la clé de référence. Holmes hocha la tête en signe d'approbation.
intelligent. Quayle sortit une boîte en bois d'un tiroir et l'ouvrit avec une clé en laiton polie par le temps. À l'intérieur se trouvait une série de pages codées et un petit appareil en laiton ressemblant à une horloge portable, mais avec des anneaux coulissants en forme de lettres à la place des aiguilles. « Ceci, dit-il, est la clé du chiffrement original. Harold l'appelait le gardien du temps. Il contient les intervalles de référence. Sans lui, les données n'ont aucune valeur. » Il le tendit à Holmes, qui l'examina attentivement. Magnifiquement fait, et plus précis qu'on ne pourrait le croire. Wexford en possédait un exemplaire. Alors il a dû disparaître avec lui, dit Holmes, ou avoir été emporté. Les yeux de Quayle s'assombrirent. Il connaissait le risque. C'est pourquoi il a laissé une dernière instruction. S'il était capturé et que je n'avais aucune nouvelle dans les 7 jours, je devais transmettre la clé de chiffrement à quelqu'un de confiance. Qui? Toi. Holmes cligna des yeux. Moi? Wexford a dit, si je disparais, donnez-le à l'homme qui comprend le silence mieux que les mots. Holmes resta immobile un instant. Puis il tendit la main et accepta l'appareil avec révérence. Et que pensez-vous qu'il soit arrivé à Wexford? Quayle expira. Je crois qu'il a découvert quelque chose qu'il n'était pas censé découvrir. Quelque chose à propos du 3e nom sur la liste. Quelqu'un de plus haut placé, quelqu'un qui pourrait faire disparaître les gens. Rushton, dit Holmes doucement. Quayle hocha légèrement la tête. C'était toujours Rushton. Holmes se leva. Alors, le moment est venu de mettre cette affaire au grand jour. Mais Quayle leva une main tremblante. Une dernière chose. Il se dirigea vers une armoire et revint avec une lettre pliée, scellée à la cire rouge. Ceci m'a été laissé il y a 2 semaines par une femme. Elle avait un carnet rouge cramoisi et parlait avec un accent suisse. Elle disait que Wexford, elle l'avait écrite avant sa disparition. Holmes le prit. Le sceau portait les initiales TW. Il l'ouvrit et le lut en silence. Puis il leva les yeux brûlants. « C'est un aveu, » dit-il, « et un avertissement. À qui ?» Holmes se tourna vers la fenêtre, regardant la pluie. « Pour moi. » Nous sommes rentrés à Baker Street sous un ciel chargé de pluie et de révélations. Holmes, d'ordinaire d'une retenue méticuleuse, arpentait la pièce avec une agitation que j'avais rarement vue. Il tenait la lettre de Wexford dans une main, la serrant si fort qu'elle laissait des plis. Je l'ai observé plusieurs minutes en silence avant de reposer ma tasse de thé. « Qu'est-ce? Que ça dit ?» demandai-je enfin. Holmes s'arrêta devant l'âtre, les yeux fixés sur les flammes. Il ne me regarda pas en parlant. « Ce n'est pas un simple aveu, Watson. C'est une carte de la peur. Wexford décrit des pressions extérieures à son poste, des rumeurs au sein de son propre département, des directives non signées, des fonds transférés par des canaux non officiels. Il soupçonnait Rushton de manipuler des dépêches internes, non seulement pour tromper les Austro-Hongrois, mais aussi pour orienter des décisions diplomatiques clés de manière à déclencher une escalade. Il se retourna brusquement et recommença à faire les 100 pas. La lettre montre clairement que Wexford croyait que la guerre était orchestrée, non pas par des adversaires étrangers, mais par une poignée d'hommes au sein de notre propre gouvernement, cherchant à la provoquer. Pour le pouvoir, pour le profit, pour l'idéologie. Et il a cherché à les dénoncer. Il craignait que la visibilité ne soit pas suffisante. Il écrivait « J'ai essayé d'aborder le sujet discrètement, mais je n'ai trouvé que des sourires dans chaque couloir. » Devereux était déjà compromis. Glides était entré dans la clandestinité. Je n'avais que Entwistle et Quayle pour m'aider, des fantômes dans la machine. Rushton reste le dernier levier, et il en déplace d'autres comme des pièces d'échecs. J'ai ressenti un frisson qui n'avait rien à voir avec la pluie. Il ne s'agit donc pas d'espionnage, mais de conspiration. Exactement, répondit Holmes d'un ton sombre. Wexford ajoute que s'il disparaissait, je devrais me rendre à la maison de Westminster Crescent. Cette phrase, Watson, résonnait vaguement dans ma mémoire. Il se dirigea vers l'étagère
et passa son doigt sur un atlas usé de la ville. « Il n'y a pas de Westminster Crescent dans le registre postal, » ai-je dit. Holmes sourit faiblement. « C'est parce que ce nom n'existe plus. Dans les années 1830, une rangée de bâtiments près de St. John's, juste derrière l'actuelle annexe du Trésor, était connue localement sous le nom de Westminster Crescent. Elle fut rebaptisée Rosebridge Terrace en 1861, après un réaménagement urbain. Mais la courbe de la ruelle est toujours présente. Le numéro 11 de Rosebridge Terrace est la propriété à laquelle Wexford fait référence. Il leva les yeux, le regard perçant. Et je crois que c'est là que respire cette conspiration. Ce soir-là, à la faveur de l'obscurité, nous arrivâmes à Rosebridge Terrace. La rue décrivait une courbe douce, ses maisons hautes aux façades blanches, ornées de grilles en fer forgé et de heurtoirs en laiton uniforme. Des réverbères projetaient des halos de lumière dans la brume, rendant l'air plus dense que d'habitude, tel un rideau de gaz sur une scène attendant le prochain acte. Le numéro 11 se trouvait près du virage, légèrement à l'écart des autres maisons, fenêtres sombres, rideaux tirés. Holmes m'indiqua la ruelle latérale. « J'observe les lieux depuis 2 jours, » murmura-t-il. « Pas de visiteurs en plein jour, mais la nuit des lumières scintillent entre le 1er et le 2e étage. Pas de domestiques, aucun signe. D'habitation. Ce n'est pas une maison, c'est un nœud. » Nous avons rampé le long de l'étroite allée jusqu'au mur du jardin. À l'aide d'une goulotte à charbon et d'un tonneau d'eau rouillé, nous l'avons escaladé en silence. Holmes a sorti un passe-partout de son manteau et en quelques secondes a déverrouillé la porte arrière. Nous sommes entrés dans l'obscurité totale. Holmes gratta une allumette. La cuisine était impeccable, vide. Nous traversâmes prudemment, le hall nos pas étouffés par des pas perçants. Au rez-de-chaussée, nous trouvâmes un petit bureau, pas plus grand qu'un appartement de domestique, mais bien trop cossu pour en faire partie. Un bureau en acajou était posé sous un miroir au cadre doré. Holmes l'examina rapidement, ses doigts explorant le bord des tiroirs. Fermé. Il sortit une fine lame et fit sauter le loquet. À l'intérieur se trouvaient des piles de parchemins, un pistolet à canon retroussé et une chemise en cuir marquée d'un sceau de cire rouge portant la lettre R. Il l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient des notes de réunion tenues à l'étranger, date, nom, montant transféré dans diverses key devices. Mais c'est la dernière feuille qui fit siffler Holmes. Dernière étape terminée. Wexford neutralisé. Attention maintenant aux routes de l'Est. Nom de code, Alberd. Il fixa le mot. Alberd. Le nom de code utilisé par Rushton. Lors des accords du Caire. Il a été déclassifié il y a 2 ans. Et pourtant il réapparaît ici dans un dossier actif. J'ai parcouru le journal. Alors ce n'est pas seulement une initiative personnelle, c'est institutionnel. Le visage de Holmes s'assombrit, ce qui signifie que le sentier monte plus haut que prévu. Soudain, quelque part au-dessus de nous, un léger craquement retentit. Le plancher, nous sommes restés figés. Holmes leva la main puis sortit silencieusement son revolver. Nous montâmes l'escalier une marche à la fois, tous nos sens en alerte. Le palier du 2e étage donnait sur un large couloir percé de 2 portes, l'une entr'ouverte, l'autre fermée. Holmes fit un signe de tête vers celui qui était ouvert. À l'intérieur se trouvait une petite pièce éclairée par la lueur mourante d'un unique bec de gaz. Des cartes étaient alignées au mur, des cartes de lignes de chemin de fer, de stations télégraphiques, de routes maritimes. Des punaises rouges étaient plantées à des intersections précises. Des notes en français, en allemand et en anglais annotaient chaque carte. Au fond se trouvait une chaise tournée vers la fenêtre. Et dedans, un mannequin, murmura Holmes. Rembourré, habillé, assis, pour donner une impression de présence. Il a reculé. Ce craquement que nous avons entendu, murmurai-je, ne venait pas d'ici. Non, répondit Holmes. C'était dans la pièce fermée à clé. Il se dirigea vers la 2e porte et examina le trou de la serrure. Un rayon de lumière brillait à l'intérieur, puis sans prévenir une voix, rauque,
à peine audible. « Holmes. » Nous nous sommes regardés. Puis il ouvrit la porte d'un seul coup. À l'intérieur, la pièce était spartiate, un lit de camp. Une petite table, un lavabo. Et assis au bord du lit, pâle, décharné et faible, se trouvait Tobias Wexford. Je me suis précipité en avant. Mon Dieu, Wexford! Il essaya de parler à nouveau, mais fut pris d'une quinte de toux. Holmes s'agenouilla près de lui et sortit une flasque. « Bois ça. » Wexford sirotait, respirant faiblement. « Je suis ici, depuis le lendemain de l'opéra, » dit-il d'une voix rauque. « Drogué, déplacé, caché. » Le visage de Holmes était impassible. « Qui a fait ça ?» Wexford saisit le manteau de Holmes Rushton. Il contrôle un réseau, des officiers, des employés, des agents étrangers se faisant passer pour des attachés. Il a transformé l'ambassade en théâtre, mensonge scénarisé, vérité enfouie. J'ai essayé de l'arrêter, mais il m'a trouvé le premier. Holmes hocha la tête. « Et maintenant ? Quand il y a un dossier, » murmura Wexford. « Mon travail final, une preuve. Pas ici, pas en sécurité. Chez le botaniste, à Lambeth Greenhouse. Ne fais confiance qu'à lui. » Holmes se leva. « Peux-tu marcher ?» Wexford hocha faiblement la tête. Nous l'avons aidé à monter en le guidant dans les escaliers, juste au moment où le vent dehors commençait à se lever. Holmes regarda une fois les cartes, les punaises rouges, le nom de code hallebarde. « Ce n'est pas fini, » a-t-il dit. « Ce n'est que le début. » La tempête s'était intensifiée tandis que nous ramenions Wexford à Baker Street, son vent rongeant les toits et projetant des rafales de pluie contre les vitres du taxi comme des pierres. Il était allongé dans un coin du siège, emmitouflé, dans le par-dessus de Holmes, le visage tiré et creusé, mais ses yeux inquiets et calculateurs, restaient vigilants sous sa pâleur. « Holmes, » dit-il d'une voix rauque entre deux respirations, « si nous ne parvenons pas à récupérer le dossier, rien de tout cela n'aura d'importance. Les noms, les codes, les cartes, ce sont des pièces. Mais le dossier, c'est le pivot. » Holmes se pencha. « Le botaniste, qui est-il » ? « Professeur Elijah Fenwick, » répondit Wexford. « Il enseigne au Royal College of Botanical Studies et travaille à la serre expérimentale de Lambeth. Digne de confiance. Colonel à la retraite. Il a contribué à la diffusion d'informations pendant la campagne d'Afghanistan. Et il a le dossier. Je le lui ai donné, scellé, au cas où je disparaîtrais. Je lui ai dit de le garder, caché, jusqu'à ce que quelqu'un utilise cette expression, quand les lits s'ouvrent avant le gel. » Holmes hocha la tête, enregistrant déjà le code dans son esprit. « Alors on va à Lambeth immédiatement. » Wexford tenta de protester, mais Holmes leva la main. « Vous resterez ici sous bonne garde, avec Madame Hudson et un agent de Scotland Yard. Mycroft sera averti discrètement. Mais si nous tardons, Rushton pourrait atteindre Fenwick avant nous. » Le taxi tourna vers le sud, en direction de la rivière. La serre expérimentale de Lambeth se dressait derrière une haute clôture en fer, nichée au cœur du parc du Royal College. Sa verrière scintillait sous les gouttes de pluie, et la brume s'en échappait. Malgré l'heure, bien après 22 heures, le bâtiment brillait faiblement, une lanterne vacillant derrière les vignes qui avaient grimpé le long de sa structure centrale. Nous avons trouvé la porte déverrouillée. « Étrange, » murmurai-je. « Pas de sécurité ?» Holmes secoua la tête. « Le collège est fier de sa discrétion. Et Fenwick est un homme de routine. Il travaille souvent tard, surtout avec la flore tropicale. » La porte de la serre s'ouvrit en grinçant. La chaleur intérieure nous envahit immédiatement, imprégnée du parfum de la terre humide, des feuilles d'agrumes et des orchidées en fleurs. Des dizaines de longues tables s'étendaient sous les suspensions, chacune encombrée de pots, d'étiquettes, étiquetées, d'arrosoirs en cuivre et de brins de fleurs rares, espèces venues d'Inde, de Ceylan et des Antilles. Nous nous déplacions lentement entre les rangées, puis nous l'avons vu. Le professeur Elijah Fenwick
se tenait au fond de la serre, ses cheveux blancs illuminés par la lumière de la lampe, tandis qu'il examinait une feuille à la loupe. Il leva les yeux, surpris mais pas alarmé. « Puis-je vous aider, messieurs ?» Holmes s'avança. « Professeur Fenwick, pardonnez-moi cette intrusion. Je viens de la part de Tobias Wexford. » Le visage de Fenwick changea instantanément. La loupe tomba sur la table. « Il est vivant ?» ?»« Il l'est. Faible, mais en voie de guérison. » Fenwick leur fit signe d'avancer et nous conduisit derrière un rideau de toile au fond de la serre. Là, sous une table de lavande séchée et de mousse de chêne, il passa la main sous une tuile détachée et en sortit un étui laqué noir scellé à la cire. « Il m'a donné ça il y a 2 semaines, » dit Fenwick à voix basse. « Il a dit que c'était peut-être la dernière chose honnête qu'il ait jamais touchée et que je ne devais le donner qu'à quelqu'un qui prononçait une phrase. » Holmes le récita calmement. « Quand les lys s'épanouiront avant les gelées. » Ah! Le vieux botaniste lui tendit l'étui sans hésitation. Holmes l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des centaines de pages, des notes dactylographiées, des copies carbone de télégrammes interceptés, des cartes avec des annotations précises, des noms croisés et des phrases codées. Ce n'était plus de la théorie, c'étaient des preuves. Ceci, dit Holmes en parcourant les différentes couches, est l'épine dorsale de la conspiration. Je me suis penché plus près tandis que Holmes retournait l'un des dossiers les plus épais. Il portait le titre suivant « Opération Alberd, modèle de perturbation stratégique, classifié en dessous des signatures, certaines familières, d'autres étrangères. » Mais l'une d'elles en particulier m'a glacé le sang, Reginald Rushton. Les mains de Holmes se déplaçaient désormais plus rapidement, découvrant document après document, de fausses correspondances entre le ministère de la Guerre et la délégation austro-hongroise, de fausses déclarations de déploiement de troupes, des câbles diplomatiques antérieurs impliquant une agression de la part de nations encore en paix. « Il montait un dossier de guerre », murmura Holmes. Morceau par morceau. Assez de confusion pour déclencher l'état d'alerte du cabinet. Assez de documents plausibles pour faire croire à une défense. Mais c'était un mensonge. Tout. Élaboré par des hommes de nos services de renseignement. Un bruit derrière nous, du métal raclant doucement sur du verre. Holmes se figea, là. Porte de la serre, laissée légèrement entr'ouverte, s'ouvrait maintenant en grand. Dehors. Siffla Holmes. Éteignez les lumières, maintenant. Fenwick éteignit la lampe. Nous nous glissâmes derrière une rangée de fougères et nous accroupîmes. Une grande silhouette entra silencieusement, d'un pas prudent. Un pistolet brillait, faiblement dans sa main droite. Holmes scruta les feuilles. « Pas Rushton » murmura-t-il, « mais quelqu'un envoyé par lui. » La silhouette se dirigea vers le rideau du fond, passant devant la table lavande. Holmes sauta. En un éclair, il se jeta sur l'intrus et fit tomber le pistolet. L'homme frappa violemment Holmes à l'épaule. Je bondis en avant et abattis mon revolver sur l'avant-bras de l'homme. L'arme s'écrasa au sol avec fracas. Fenwick a crié à l'aide. Quelques secondes plus tard, la silhouette était coincée sous Holmes. Le souffle court, Holmes a arraché l'écharpe de l'homme. C'était Devereux. « Toi, Altège. » Il ricana. « Imbécile. J'ai essayé de l'arrêter. Mais maintenant, tu as essayé d'enterrer. »« Ça, » gronda Holmes. « Vous avez enterré Wexford, et maintenant vous êtes venu chercher la dernière graine. » Devereux a craché du sang. « Tu ne comprends pas. La halberde a déjà commencé. » Les yeux de Holmes se plissèrent. « Explique-moi. » Mais Devereux ne fit que sourire sombre et brisé. Puis il s'affaissa. Holmes vérifia son pouls. « Vivant, » confirma-t-il. « À peine. » Des pas retentirent à l'extérieur. Un agent de police et 2 gardes du collège étaient arrivés. « Nous avons sécurisé le terrain, monsieur, » dit l'un d'eux. « Devons-nous appeler Scotland Yard ?»« Immédiatement, » répondit Holmes, « et prévenez Mycroft Holmes du club Diogène.
Dites-lui que les causes de cette trahison ont été découvertes. À l'aube, Devereux était en garde, à vue à Scotland Yard. Le dossier enfermé dans une mallette en acier au ministère des Affaires étrangères. Mycroft arriva en personne pour le récupérer, le visage aussi impassible que jamais. « Cela va ébranler la moitié du ministère », a-t-il déclaré, et faire tomber quelques-uns dont on pensait qu'ils étaient sans tache. Holmes a simplement répondu. Cela permettra d'économiser des milliers de dollars. Wexford, désormais sous protection officielle, se rétablit lentement. Sa première demande fut un stylo et du papier. « Démissionner ?» demandai-je doucement. Il sourit faiblement. « L'écrire, la vérité, tant qu'elle a encore du poids. » Plus tard dans la semaine, Holmes et moi nous sommes retrouvés au 221B Baker Street. L'affaire avait fait la une de tous les journaux sous couvert de « un complot de renseignements étrangers déjoué ». Les vérités profondes, bien sûr, n'étaient connues que d'une poignée de privilégiés. Rushton avait disparu, présumé à l'étranger. Mais avec les aveux de Devereux et le dossier complet en main, son retour en Angleterre était peu probable. Holmes était assis près du feu, un rare sentiment de finalité dans son immobilité. « Tu avais raison », ai-je dit. Ce n'était pas une question de documents, c'était une tromperie, d'une ampleur que je n'aurais jamais imaginée. Il hocha lentement la tête. Et comme toutes ces illusions, le silence était indispensable à leur survie. Ce silence est désormais rompu. Puis il se leva et attrapa son violon. Une affaire est terminée, une autre attend. Il passa l'archet sur les cordes, laissant une note basse et lugubre s'élever dans la lumière vacillante de la lampe. J'ai versé le thé, et une fois de plus, le monde extérieur s'estompa, tandis que le monde intérieur continuait à avancer, mesuré par l'esprit de Sherlock Holmes. C'était une matinée exceptionnellement lumineuse sur Baker Street. Un rare rayon de soleil d'automne filtrait à travers les vitres, donnant au salon du 221B une teinte dorée qui, pour une fois, adoucissait même le profil sévère de Sherlock Holmes. L'orage était passé, dans le ciel comme dans nos affaires, et pourtant, tandis que j'observais mon ami assis dans son fauteuil habituel, les doigts entrelacés sous le menton, un silence que je trouvais inhabituel persistait. Non pas le silence de l'oisiveté. Non, l'esprit de Holmes était toujours en mouvement, mais le silence pesant qui suit la résolution de quelque chose de vaste et de terrible, le genre de silence qui fait qu'on ne sait pas s'il faut expirer, de soulagement ou se préparer à ce qui pourrait arriver ensuite. J'aurais pensé, dis-je doucement, brisant le silence, qu'avec Devereux en garde à vue, Rushton disparu et Wexford innocenté, vous pourriez vous accorder un moment de repos. Holmes ne répondit pas immédiatement. Il se tourna vers la fenêtre et regarda une voiture passer en contrebas, ses roues claquant sur les pavés. « Il y a des silences, Watson, » dit-il enfin, « et puis il y a absence ce que nous avons accompli et pour lequel Wexford a failli mourir, a été une perturbation, pas une défaite. Le dossier a révélé le schéma, certes, mais la main qui fait bouger les choses. Cette main est toujours gantée. Je pose le foie soigneusement plié jusqu'au titre crise du ministère des Affaires étrangères, évité grâce à une conspiration. Et l'observa. « Tu crois que Rushton reviendra ?»« Je pense, » dit Holmes d'un ton neutre, « que des hommes comme Rushton ne reviendront pas comme on l'espère. Il changera d'identité, prendra de nouveaux noms, de nouvelles allégeances. Mais son esprit, sa motivation, demeurent intacts. Il croit en un nouvel ordre mondial, forgé non par la révolution mais par la manipulation. Il ne voit pas la guerre comme une horreur, mais comme une opportunité. Il se leva alors et s'approcha de la cheminée. Derrière une pile de monographies, il sortit une simple enveloppe scellée avec de la ficelle. « Ce courrier est arrivé hier, » dit-il en me le tendant. Pas de nom, pas d'adresse de retour. Posté de Douvres. J'ai brisé le sceau et déplié le contenu. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier crème portant 5 mots écrits d'une écriture familière. Le silence parle pour Albert. En dessous, le contour flou d'une
Halbard avait été dessiné au crayon gris, Rushton, murmurai-je. Holmes hocha la tête. Un message, pas une menace, pour l'instant. Mais il sait que le dossier n'a pas été détruit. Il sait que je détiens la clé du chiffrement. Et plus encore, il sait que nous avons son plan. Il disparaîtra pour l'instant. Mais les hommes, comme lui, ne restent pas longtemps dans l'ombre. Ils recherchent l'orchestration. Je me suis assis, fixant le symbole. Il était grossièrement dessiné, mais sans équivoque. Le nom de code qui avait servi de clé de voûte à la conspiration était désormais une signature. « Et Devreux ?» demandai-je. Holmes se détourna. Il a fait ses aveux. Mycroft a veillé à ce que l'enquête se déroule à huis clos. Le public ne saura que ce qu'il doit savoir. Le poids du complot, ses manipulations financières, ses communiqués falsifiés ébranleraient le peu de confiance qui reste au gouvernement. Je soupirai. « Et Wexford ?» Holmes s'autorisa un léger sourire. Il se repose, il récupère. On lui a proposé un poste diplomatique tranquille à Lisbonne. Pas d'honneur, pas de médaille, mais la paix, j'espère. Nous sommes restés assis un moment en silence. Puis Holmes, avec cette énergie soudaine et presque enfantine qui le submergeait souvent lorsqu'une affaire était résolue, se tourna vers son bureau et déroula une nouvelle feuille de papier. « Watson, dit-il, je crois que je vais documenter cette affaire moi-même. » J'ai haussé un sourcil. « Toi, tu prends la plume, c'est rare, a-t-il admis. Mais il y a des moments rares et espacés où je dois moi-même admettre que le récit a une forme qui mérite d'être préservée. Pas pour le public, bien sûr, mais pour ceux qui seront confrontés à des énigmes similaires dans des temps plus sombres. Ils doivent savoir quels signes suivre. » J'ai hoché la tête, même si une mélancolie silencieuse s'est installée. « Quel titre lui donneriez-vous » ai-je demandé. Holmes réfléchit un instant puis dit « L'affaire du diplomate disparu ». Une synthèse, parfaite, élégante dans sa simplicité, mais qui dissimulait pourtant la complexité labyrinthique que nous avions traversée. Ce qui avait commencé par la disparition d'un homme s'était transformé en une carte de tromperie à travers les nations, avec des rumeurs de guerre et des mécanismes de manipulation ronronnant en silence sous les planchers polissés de l'État. Je hisse, messieurs, me suis levé, je me suis dirigé vers le bureau et j'ai délicatement placé l'enveloppe avec le dessin de la hallebarde à côté de l'encrier. Il y a encore une partie de tout ça que je ne comprends pas bien, dis-je. Holmes m'a jeté un coup. Deuil, un seul, mais compliment. J'ai ignoré la plaisanterie. Pourquoi choisir toi, Wexford, ne manquait pas de contact au sein du gouvernement? Pourquoi envoyer ses aveux et sa clé de chiffrement à un détective consultant? Holmes se pencha en arrière, son expression soudainement lointaine. Parce que, Watson, plus les murs d'une institution sont hauts, plus elle craint l'homme qui les fréquente. Je ne suis pas à l'intérieur du système. Je ne suis pas lié par son code, ni par ses convenances. Wexford le savait. Il savait que, pour élucider cette affaire, il fallait quelqu'un de libre arbitre dont la seule allégeance était la vérité. Il se tenait debout, étirant ses bras derrière lui. « Et vous ne devez pas oublier, mon cher Watson, ajouta-t-il, que j'ai toujours eu un intérêt particulier pour les hommes qui disparaissent. 3 jours plus tard, le dernier fil lâche s'est tendu. C'était le soir, lorsqu'un garçon en uniforme m'apporta un petit mot, adressé à Holmes d'une écriture méticuleuse. Il le lut une fois, le plia et me le tendit sans commentaire. « Monsieur Holmes, j'ai lu les documents. Le réseau est plus vaste que nous l'imaginions. Votre intervention n'est pas passée inaperçue. Je pars maintenant pour Alexandrie. Si je reviens, j'apporterai le reste. En attendant, écoutez le tic-tac, C.M. Camille Moreau, murmurai-je. Holmes hocha la tête. Elle disparaît à nouveau, comme toujours. Mais son silence n'est pas une absence, c'est un mouvement. Est-ce que tu lui fais confiance? Holmes sourit faiblement. J'espère qu'elle apprécie la vérité. Ce n'est peut-être pas la même chose que la loyauté, mais c'est suffisant. Il se tenait près de la fenêtre, tandis que la nuit tombait sur Baker Street. L'allumeur de réverbère passa en dessous.
allumant chaque globe vacillant avec une précision mécanique, jusqu'à ce que la rue brille comme un chapelet de perles d'ambre. « Vous savez, dis-je, dans un autre monde, la disparition de Wexford aurait été acceptée sans discussion. Une noyade malheureuse, peut-être. Une brève enquête, un soupir puis le silence. » Holmes se retourna. Et dans ce silence, une guerre aurait éclaté. J'ai hoché la tête. Mais ce n'était pas le cas. Non, dit-il doucement. Parce que cette fois, le silence a trouvé son égal. Plus tard dans la soirée, j'écrivis les dernières lignes de mon journal. Le feu s'était éteint depuis longtemps, et Holmes était retourné à son violon, tirant de ses cordes des notes douces de longues phrases méditatives qui semblaient faire écho à nos non-dits. L'affaire du diplomate disparu commença dans le brouillard et se termina dans un four de vérité cachée. Ce ne fut pas l'énigme la plus astuce.